Meg Viking, comment faire pour ne pas se noyer dans la nostalgie? I think because the present also, tout simplement parce of course, qu'il faut aussi vivre dans le présent et que le présent a une influence évidente sur notre façon d'être. Il y a une chose qu'on peut faire pour éviter justement de s'en tenir simplement aux beaux souvenirs et les concilier avec le présent, l'instant présent, c'est l'outil tout bête de l'attention, de la concentration sur le moment, l'observation. Pas longtemps, j'ai parlé à une dame, une Polonaise, qui m'a donné un exemple de sa propre vie. Il y a des années de ça, quand cette dame elle avait que 8 ans, elle dînait avec sa maman et sa sœur, et on leur servait un plat traditionnel polonais, il y avait des fleurs jaunes sur la table, c'était un moment très heureux, et leur maman s'est tournée vers les filles en disant « J'espère que vous vous souviendrez de ce moment ». Et là, 30 ans plus tard, elle se souvient encore de cet incident parce que sa maman l'a obligée à penser, à se concentrer sur le moment. C'est une façon de préserver ces souvenirs. Alors, il faut donc activement le faire. Alors, si à chaque fois que vous dînez en famille, vous dites « J'espère que vous vous souviendrez de ce moment », vos enfants vont vous demander de vous taire. Mais de temps en temps, oui, ça peut être très utile, très puissant. Pourquoi cultiver de beaux souvenirs est-il essentiel pour notre santé psychique? Eh bien, comme Alice l'a dit à l'instant, je pense notamment aux patients déprimés qui ont du mal à être heureux au quotidien. Ces gens ont du mal à se souvenir de quoi que ce soit, ou en tout cas de souvenirs heureux. Et donc, si l'on est en mesure d'évoquer des souvenirs heureux, se retourner sur son passé et construire, disons, un récit heureux, on se sent mieux, sa vie psychique, sa santé psychique gagne, et on est plus optimiste sur l'avenir aussi. Donc il y a beaucoup d'excellentes raisons d'essayer de collectionner des beaux souvenirs. Quand on demande à un adulte d'âge très mûr de quoi il se souvient, eh bien il y a de fortes chances qu'il évoque un événement qui s'est produit entre sa 15e et sa 30e année. On appelle ça le pic de réminiscence, Meg Viking, pic de réminiscence. Un pic de réminiscence, en effet. Vous demandez à quelqu'un qui a 80 ans, par exemple, de raconter ses souvenirs et ses souvenirs les plus heureux. Quand on leur demande de dater ce souvenir, effectivement, une grande portion de ces souvenirs ont lieu dans les années formatrices, c'est-à-dire entre 15 et 30 ans, pendant ce fameux pic. Pourquoi ? Parce que pendant ces années-là, c'est là que, certes, c'est les années formatrices où l'identité se construit, mais c'est aussi pendant cette période-là que les premières expériences, les premières fois ont lieu. Le premier baiser, premier appartement, premier métier. Et là, les premières fois restent ancrées dans la mémoire. Alors qu'à mon âge, j'ai la quarantaine, même à 50, 60 ans, il y aura beaucoup moins de premières fois statistiquement. Et c'est probablement l'une des raisons pour laquelle on a l'impression que le temps s'accélère avec l'âge. Les années filent à toute vitesse. Pourquoi riez-vous, Christine Appelé-Douel ? Parce que j'ai vu votre petit regard en coin, mon cher Ali, qui se tournait vers moi et qui suis beaucoup plus âgé que vous. Non, pas du tout, à peine plus. Et donc je me doute bien que ça vous a amusé en vous demandant si moi j'avais encore le moyen d'avoir de bons souvenirs, malgré ma mémoire défaillante. Mais oui, je vous rassure, j'en ai plein, et je peux même vous en donner quelques-uns, des récents. Nous avons passé, je m'en souviens très bien, un très heureux et en même temps un peu inquiet moment, tous les deux, dans votre maison, dans la maison que vous avez décidé finalement d'acheter. Et ce moment-là, parce qu'il y avait des tas de choses, le soleil, les arbres, la maison elle-même, les questions que vous vous posiez, est resté inscrit. Donc c'est très récent, ça date de quelques mois. Et puis il y en a bien d'autres, des repas heureux, j'en ai plein, tout le temps. On se souvient, Meg Viking, très fort de ce qui est nouveau, inédit, singulier, et vous nous délivrez un conseil très simple. Au moins une fois par an, aller dans un endroit inédit. Alors ça peut être à l'autre bout du monde, ou plus simplement tout près de chez soi. Yes, I mean,
But it can also be not just in a geographical sense. Mais d'ailleurs, ces visites ou ces expéditions n'ont pas besoin nécessairement d'être géographiques. Elles peuvent être gastronomiques. On peut être dans un restaurant, goûter un nouveau plat. Ça c'est une nouvelle expérience, une nouveauté qu'on peut découvrir. Moi, j'en ai fait justement l'expérience cet été. Je suis allé dans un restaurant étoilé de Michelin au Danemark, et il y avait un menu dégustation avec 16 plats. Et l'un d'entre eux, c'était des fourmis cuisinées. Alors, c'est la première fois de ma vie que je mangeais des fourmis. C'était probablement la dernière fois aussi. C'est un goût assez amer. Enfin, c'est un souvenir qui restera. C'est le seul, d'ailleurs, qui me reste de ce repas de 16 plats. Donc, l'idée, c'est de créer quelque chose comme ce que j'appelle dans mon livre le pique-nique Apollo. Le 20 juillet, vous allez comprendre. Le 20 juillet, vous invitez vos amis, votre famille, et vous demandez à vos amis, à votre famille, chacun d'apporter un plat ou un ingrédient, quelque chose qu'ils n'ont jamais goûté. Donc pour eux, ce sera une première fois. Et pourquoi le 20 juillet? Parce que c'est la date anniversaire de l'alunissage, de la mission Apollo, où l'homme a marché sur la Lune. Donc on associe la date, parce que, par exemple, dans la presse, le 20 juillet, on parlera de l'anniversaire de l'alunissage, et ça va déclencher le souvenir de ce pique-nique Apollo, où on a découvert ce nouveau plat en compagnie d'amis ou de famille. Avec ou sans fourmis, d'ailleurs. Et pendant ce pique-nique, pendant ce bref instant de bonheur, il sera essentiel d'être à l'écoute de tous ses sens. C'est essentiel effectivement d'être au contact de tous ces sens, parce que le monde, on le découvre à travers nos sens. Une mémoire peut être associée à un goût, à un parfum, à un son, à une couleur. Et Andy Warhol, par exemple, avait bien compris ça, puisque ce qu'il faisait, c'est qu'il se servait de la mémoire olfactive. Il portait le même parfum 3 mois d'affilée, et puis ensuite il arrêtait complètement de le mettre, et il conservait un véritable musée, des flacons de parfums, musée des parfums. Et s'il voulait revisiter le printemps 1982, il n'avait qu'à ouvrir le flacon, humer le parfum et être transporté dans le temps. Donc on peut avoir recours à ces sens pour retrouver des souvenirs. Christine Lapellé-Douel, on pense évidemment à la mémoire involontaire chez Proust, évidemment, quand le narrateur trempe une madeleine dans une infusion de thé ou de tilleul. Selon, et qui lui permet d'évoquer instantanément, de retrouver instantanément des souvenirs heureux de son enfance. Et ça, c'est vraiment la mémoire sensorielle. C'est absolument marqué. Et d'ailleurs, vous parlez des parfums. On a des souvenirs de parfums extraordinaires. Les parfums se marquent et on les reconnaît par la suite. On peut reconnaître le parfum, par exemple, de sa mère. Moi, ça m'est arrivé dans le métro de soudain sentir le parfum que portait ma mère et d'avoir immédiatement son visage qui m'apparaissait. Et j'ai noté une chose délicieuse dans votre livre où vous parlez d'une personne qui décide de porter un parfum qu'elle a choisi une fois dans sa vie, le jour de son mariage. Et donc, le souvenir de son mariage est pour toujours associé à cette odeur. Je trouve ça, c'est une idée